Je me sens assez mec à l'ancienne, mais aware de ce qu'est la société aujourd'hui et qui est suffisamment intelligent pour pouvoir être à l'aise avec tout ça. Je drague pas, par exemple, mais je sais que je pourrais. C'est-à-dire que je noue pas des relations dans l'objectif de draguer. Je vais voir les gens parce que les gens m'intéressent. Je discute et c'est jamais à viser purement de drague, parce que la drague pour moi est basée sur du physique et le physique ça suffit pas. C'est chouette, c'est un élément qui est important, mais si tu me plais dans un bar que je vais te parler, si au deuxième mot tu m'intéresses plus, c'est mort, fini. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de mecs. 2 mercredis par mois à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à cette question toute simple mais pourtant tellement compliquée, c'est quoi pour toi être un homme? Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre 4 yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Bon Pascal. Salut. T'as l'habitude du micro. Tout à fait, oui, je suis... C'est mon métier, regardez. C'est mon métier. Comme je vais animer ce podcast en 2 secondes. Vous vous rendre compte. Personne va se rendre compte de rien. On va dire, mais attends, c'est lequel? C'est celui de Fab ou c'est celui de Pascal? Comment ça fonctionne? Donc t'as un podcast avec 2 comparses à toi. Ouais, qui s'appelle Les Gentilshommes. Depuis 2017, donc 2017, les premiers épisodes. Genre le début du renouveau des podcasts, quoi. Ouais, c'est ça. C'était exactement ça. C'est venu. On avait fait une première vague un peu avant. Donc nous, en 2014, avec ces 2 copains-là et d'autres camarades, on avait fait une première tentative de podcast. Et c'était tombé à l'eau. On est reparti. Enfin, c'était tombé à l'eau. On a fait 2 numéros. On a vu que ce qu'on faisait existait déjà en mieux. Donc on a fait, ça sert à rien de faire. Et on s'est, moi je me suis mis à écouter quelques podcasts, à regarder un peu comment ça se passait à ce niveau-là, et voilà, j'ai réfléchi à une idée. Moi, dès qu'il y a un nouveau truc, je me dis quelle idée je peux avoir qui va aller sur ce support, et on a trouvé l'idée, on a fait le podcast et on l'a lancé en 2017. On est en 2023. Là, on arrive à la fin, donc on va mettre un terme à ce podcast, mais on a quand même fait ça pendant 6 ans. Et c'est un exploit pour moi d'avoir un projet aussi long terme. Faire 6 ans la même chose. Enfin, d'être aussi régulier, de réussir pendant 6 ans. On n'a jamais raté un rendez-vous. Donc du coup, on n'a jamais raté ce que ça implique avant en préparation. On n'a jamais raté nos préparations. On a fait nos enregistrements. On a réussi à tenir un planning, à tout ce genre de trucs que je suis normalement incapable de faire pour ma vie personnelle et pour même mes autres projets que j'ai eu. C'est le projet le plus long et le plus solide et le plus fiable qui a été, et même financièrement qui a été un des plus, enfin que j'ai initié, qui a été un des plus intéressants. Ok. On a vraiment réussi à créer une économie, une microéconomie qui est pas suffisante pour que ce soit pérenne, mais on a réussi à le créer, à le générer sur ce projet, donc c'était plutôt chouette. Et alors, ce qui est marrant, c'est que t'as fait d'un projet qui parle de relations entre les hommes et les femmes un truc pérenne. Et bravo pour ça. Ouais. Ben en vrai, c'est hyper facile puisque les relations entre les hommes et les femmes sont compliquées, sont complexes et quand tu dis compliqué, c'est vraiment un euphémisme, j'ai l'impression. Ouais. Et en plus, c'est cet aspect compliqué est accentué par la société dans laquelle on vit.
nous ici, en plus, on est à Paris, on est dans un système qui broie les unions et qui est fait pour qu'on passe du temps à chercher des solutions à un problème qui est compliqué. Je veux pas schématiser. Peut-être qu'hors de Paris, dans des endroits plus light au niveau population, c'est peut-être plus simple. Enfin, quand tu es en relation. Quand tu ne l'es pas, je pense que c'est plus compliqué. Ok. J'avais l'impression qu'au contraire, c'était un endroit où tu pouvais rencontrer facilement beaucoup de monde. Où ça? À Paris. Ben oui, mais c'est ça le problème. Ah, et donc en fait, pour toi, l'une des raisons, c'est au contraire. Donc ça. Ah oui, trop de choix dans ta tête. Trop de choix. En vrai, à Paris, moi, les gens t'as du choix. On est 13 millions. Ouais. On est 13 millions. Tu prends le métro. Mais raison de plus. Tu vas dans un bar, t'as du choix. Donc c'est hyper difficile de nouer une vraie relation en fait. Ah, parce que tu veux dire que la concurrence est rude. Est rude et impitoyable. Et la concurrence, et pas que la concurrence, c'est notre perception de la chose. C'est-à-dire que tu es avec quelqu'un et tu dis mais attends, je pourrais avoir mieux. Et ça, bon, on va sans doute en parler, mais pour moi, c'est l'un des drames des apps de rencontre et de l'aspect catalogue ok, en fait, peut-être qu'au prochain swipe, tu pourras tomber sur l'homme ou la femme de ta vie, quoi. Il y a un peu ce fantasme-là, quoi. C'est la promesse. Moi, je pratique pas du tout les apps. Ouais. Du tout. J'y ai été en 2000. Enfin, quand je me suis retrouvé seul, j'ai été regardé, mais j'ai été aussi beaucoup regardé parce que je voulais moi-même monter une app de rencontre. Enfin, une app pour faciliter les plans cul. En fait, je me disais, ça pourrait être cool. Et parce qu'il y avait Grindr, mais il y a pas. Il y a pas le Grindr hétéro, quoi. Voilà, exactement. Et donc j'ai été voir comment ça fonctionnait. Donc je me suis inscrit sur plusieurs apps. Je me souviens Tinder où je suis pas resté longtemps et OkCupid où je suis resté un peu plus longtemps parce que comme c'était très en anglais, moi ça me plaisait de communiquer en anglais. Je trouvais ça un petit peu marrant. Et Tinder, je suis pas resté. C'était pas. Alors aujourd'hui, il y a Pure, je crois, qui existe, mais j'en ai entendu parler. On a fait une opération avec eux. Qui est ouvert, mais qui est payant pour les mecs d'entrée. Ouais. Pourquoi c'est payant pour les mecs? Comme dans les boîtes, non? C'est un peu système à la con de les filles rentrent et gratuites. Et en gros, elles font un peu le produit d'appel entre guillemets. C'est horrible, mais je crois que c'est horrible parce que c'est validé, que c'est admis. On est là, on dit bah ouais, les meufs c'est gratuit. Ah, exactement. Les mecs, vous venez, quoi. Ça fait vraiment, venez les gars, on a enfermé des cibles dans un endroit, elles sont venues gratuitement, elles savent pas ce qui est. Et les mecs payent. Et c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, je sais pas trop quelle était ton utilisation, mais moi, quand j'ai commencé à utiliser les apps de rencontre, je me suis dit, mais je vais payer. Parce que quand j'ai découvert, notamment à travers le bouquin de Judith de Portail, L'amour sous algorithme, là, que, en gros, si tu ne payais pas, tes swipes, ils étaient dans le vent, quoi, tu vois. Ouais, mais ce bouquin, c'est quoi? C'est 2018? Ouais. Moi, les apps, j'ai arrêté avant la fin 2014. 2014, j'avais arrêté. À l'ancienne, quoi. Donc, j'ai fait ça vraiment 2-3 mois. Ok. Et j'ai arrêté. Moi, j'ai un gros problème avec le fait de payer une appli. Je veux bien payer un café, un verre. Quand j'ai des sous, je paye. Il y a pas de souci. Mais payer une appli, 30 balles par mois pour avoir accès à ce que je peux avoir gratuitement dans le métro, dégage avec ton appli. En plus, moi, j'ai une haine profonde de la technologie. Mon téléphone, c'est mon ennemi. Quand il faut installer une nouvelle appli, je peux passer du temps. Là, je viens de me mettre à Canva pour faire les animations pour mes podcasts. Canva, c'est un petit outil pour justement réaliser des trucs assez simplement, quoi. C'est génial. Ça fait 2 ans que mon frère il m'en parle, que ma CM elle m'en parle aussi. Elle me dit c'est bien et j'ai du mal avec les nouveaux trucs comme ça. Donc déjà, j'ai du mal à installer des applis. Et après, en plus, elle est payante. Pour que je sois, moi, membre d'un catalogue de poissons et de viande et que je swipe dans un catalogue de poissons et de viande, jamais de la vie, je paye pour une appli. Donc, ça, pour moi, c'est... Et encore moins une appli de rencontre. Enfin, non, je peux payer pour des applis, tu vois, Spotify. Ouais. Et encore, même Spotify, ça me fait de la peine. Ah ouais? Ouais, mon côté artiste, il pleure. Mon côté artiste, moi, je suis un artiste, j'ai fait de la musique, j'ai fait des choses et à un moment donné, je sais comment ça marche, je sais à quel point Spotify, ils mettent les artistes à 4 pattes, ils leur mettent de la vaseline et ils les enflent, quoi. Donc c'est une horreur. Et voilà, j'ai quand même un compte Spotify familial qui est partagé parce que c'est pratique. Maintenant, j'ai remarqué qu'en ce moment, je l'utilise plus trop. Je suis très CD en ce moment. Ok. Je reviens au CD parce que j'achète mon CD, ça me paraît, et j'achète les CD sur les sites des groupes maintenant.
donc que j'écoute. Je me dis, en c'est direct. moins cher, c'est plus pratique. Je passe pas par des intermédiaires ou des trucs comme ça. T'as quel âge, Pascal? Ah, j'ai passé la quarantaine bien. Tu veux pas le dire? T'es un peu coquet. Ouais, je suis un petit peu. J'ai passé je l'ai bien passé. Je suis pas à 40-41 quoi. T'es plutôt vers 50 que vers 40 quoi. Ouais, je suis plutôt à 45. Commence pas. Pourquoi t'oses pas? Non mais pourquoi t'oses pas dire? Je sais pas, parce que je me trouve vieux. Ouais. Je me trouve vieux et du coup je me trouve en décalage. Il y a une des choses que je fais moins en ce moment, que j'aime faire et que j'ai très envie de faire, c'est du stand-up. Et quand tu fais du stand-up, je trouve qu'il y a une proximité avec les gens sur scène et bah tu l'as pas quand t'es trop vieux, puisque tu parles à des gens qui te calculent pas. Et là, quand je suis en train de préparer de quoi remonter sur scène. Quand je vais remonter sur scène, je sais très bien que les gars et les filles qui sont là, potentiellement, pour de vrai, tes gamins. Ouais, voilà, c'est ça. Je peux avoir pécho leur mère un jour, quoi. Vraiment. Et voilà. Et c'est un peu difficile. Ça te fait chier? Non, pas vraiment. Ok. Pas vraiment, parce que pourtant t'oses pas dire. Ouais, c'est ça. C'est paradoxal. J'ose pas le dire, mais en même temps, ça me fait pas vraiment chier. Mais après, j'en ai pas. Voilà, ce qui me fait chier, c'est que moi, j'en ai pas conscience. Je me sens pas plus vieux, mais quand même, je sens que les plus jeunes me voient comme un vieux. Ah oui. Voilà. C'est toujours pareil. Mais du coup, il faut que je fasse attention et que j'en ai un peu conscience quand même. Tu vois, que je me dise pas, je suis pareil. Tu vois, là, je partage un bureau avec des gens, quand ils me présentent, voilà, je suis l'ancien, quoi. Et je me dis, putain, je suis dans cette étape de ma vie où de tous les trucs, quand j'étais jeune, j'ai commencé très très jeune à faire plein de choses, en comédien et tout ça. J'ai toujours été le plus jeune. Ben non, maintenant, je suis le plus vieux. La roue tourne. La roue a bien tourné. Je me dis, putain. Mais c'est chouette. L'âge que j'ai, j'en suis très content. C'est ça, c'est que j'allais dire, pour revenir un peu à la masculinité, c'est trop intéressant. Aujourd'hui, je trouve de vieillir, en 2023, c'est vachement plus simple pour un mec de vieillir que pour une meuf de vieillir, quoi, tu vois. 45 ans, les meufs à 45 ans, c'est hardcore, hein. Je peux pas cautionner. En tant que gentilhomme, je ne peux pas cautionner ce propos. Eh ben, écoute, tu vois, par exemple, je me suis retrouvé à dater, une meuf de 49 ans, qui avait mis sur son compte qu'elle avait 42 ans. Donc bon, déjà, moi de base, mentir sur son âge, je trouve ça toujours étonnant. Et en fait, elle m'avait expliqué que dans sa tête, la façon dont elle se percevait, c'était 42, et que en gros, elle me disait, ses copines qui l'avaient amenée sur l'app lui avaient dit, mais si tu mets que t'as 49 ans, tu vas choper que des mecs de 50, 60. Alors qu'en fait, si tu mets 42, tu vas peut-être choper des mecs de 40 ans. Et en gros, t'as un peu l'état d'esprit de 40 balais, quoi. Ce qui était pas faux en plus, tu vois, non, c'est-à-dire que moi je suis pas du tout d'accord. Déjà, faut pas écouter ses copines. Ah ça je suis assez d'accord avec ça. Les mecs de 50, 60, ils cherchent pas des meufs de 49 ans, ils cherchent des meufs de 30 ans. Donc elle va pas tomber sur ça, elle va tomber au contraire sur des mecs plus jeunes qui veulent de l'expérience, parce que moi quand j'étais plus jeune, les meufs plus vieilles, j'y allais, c'était cool, quoi. Donc voilà, après 49, ouais, tu peux pas nier que c'est pas plus compliqué pour une meuf de vieillir aujourd'hui que pour un gars. Je sais pas. Ah ouais, t'es pas dans ce. Non. Vous avez pas eu. Alors, en gros, pour expliquer si vous l'avez pas, mais les gentilshommes, c'est vous recevez des femmes, des jeunes femmes. Des femmes de tous âges. On reçoit des femmes. En fait, à chaque épisode, on reçoit une femme. Nous, on a un sujet, parce qu'on a des questions. À la base, on est des mecs de base, avec nos questions de mecs qu'on se pose entre mecs. Et donc, on invite à chaque épisode une femme et on lui pose à elle les questions sur le sujet plutôt que de se les poser entre nous. Ouais. Donc, ça donne des conversations où à la fois on a des réponses, certaines réponses à nos questions, mais qui sont très liées à la personne, puisque c'est la personne qui nous donne son avis. Donc, on fait pas des généralités. Une des plus grandes choses que j'ai apprises de ce podcast, c'était vraiment à me sortir de ça. J'étais pas déjà de base de fou dedans, mais là, j'en suis sorti complètement. On peut pas, pour moi, c'est impossible de faire une généralité. Enfin, j'en suis sorti et on l'écoute et elle répond à ses questions. Et en plus, ça nous dresse un portrait de l'invité. Donc c'est hyper chouette parce qu'à chaque fois on a des histoires, on a eu beaucoup de choses et on a eu des femmes de tous âges. Alors effectivement, on a plus eu la tranche de la trentaine qui venait s'exprimer, mais on a eu des femmes plus âgées de 40-45, voire plus. Et en fait, je saurais pas dire oui. C'est vrai que c'est idiot de ma part de dire que c'est pas plus difficile pour une femme, parce qu'en fait, je pense que comme c'est difficile pour tout le monde,
passé un certain âge, je pense que c'est difficile pour les hommes et pour les femmes. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. J'ai du mal à me dire que c'est plus difficile pour les femmes. Mais peut-être que c'est le cas et que je suis pas objectif en le voyant parce que je vois ça de ma place d'homme en fait et je me dis et en plus d'homme pour qui c'est pas du tout difficile. Donc, moi j'ai pas de bah oui, je suis plus vous jeune. Voyez pas mais Pascal est magnifique. Non mais c'est vrai, regarde. C'est pas une question physique. Non mais même au-delà mais déjà juste pour parler de physique, juste pour parler de physique, t'as la barbe qui est en train de devenir grisonnante là, t'as une daddy énergie de ouf là. Forcément. Et je te parle même pas et pour moi, après, au-delà de ça, il y a surtout l'image que tu renvoies. Et c'est vrai que, tu vois, cette nana, là, qui a 49 ans, elle m'expliquait, aujourd'hui, à 49 ans, en tant que femme, c'est pas évident de se relancer dans la séduction, etc. C'était une nana qui avait passé, qui s'était séparée autour de 40 ans et qui a eu 9 ans à redater, tu vois. C'est pour te dire, parce que, en fait, c'est dur d'y retourner, quoi, tu vois. Pour plein de raisons. Enfin bon, bref, Mais il y a un secret, il faut jamais arrêter. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Faut jamais arrêter, il faut toujours être sur le fil, toujours. Mais c'est en ça que je crois que c'est peut-être plus simple, tu vois, pour les mecs d'être encore dans la séduction à 40-45 balais, tu vois. Et je pense que mon point de vue est fait parce qu'on a autour des gentilshommes cette communauté qu'on voit sur Discord et avec qui on discute. Et en fait, il y a beaucoup d'hommes dessus et je les sens pas plus en facilité que les femmes qu'on a dessus. Donc c'est peut-être aussi pour ça que que j'ai pas l'impression que ce soit plus facile, mais t'as pas beaucoup de quadrones aussi, j'imagine dans ta commu. Si, t'as pas mal de quadrones. Ouais, c'est même plutôt il y a pas beaucoup de jeunes. OK. En dessous de 30 ans, il y en a très peu. Et je crois que notre majorité, elle a bien passé la trentaine et les jeunes, ils écoutent pas les podcasts, pardon les jeunes qui nous écoutent. Ouais, il y a des jeunes qui écoutent quand même. Ouais. J'en ai quelques-uns, mais c'est vrai que c'est pas la grosse majorité, quoi. Ils préfèrent regarder la version vidéo, c'est sans doute, ouais, tu vois, il y a un truc de consommation sur YouTube, de consommation sur les réseaux, etc. Et c'est moins un média qui est accessible, je crois, pour les plus jeunes. Ça va venir. On digresse. Tu avais une première question. Ouais, j'ai une première question. Mais moi j'aime bien, on discute. Effectivement, ma première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait, Pascal, c'est quoi pour toi être un homme? Ah, vous le voyez pas, mais Pascal est en train de s'installer. Je m'installe, je mets le coussin, j'étends mes jambes. C'est quoi pour moi être un homme? Eh bien, elle est dure cette question. Très 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 dure. C'est quoi pour moi être un homme? Et tu vois, ça fait 6 ans que t'as une émission dessus. T'es là, en train de sécher. Mais c'est encore plus dur parce que j'ai une émission. Oui. Être un homme, c'est moi je suis un homme donc parce que je me définis clairement comme un homme. Et je te demande une réponse personnelle, hein. Ouais. Donc en tant qu'homme, qu'est-ce que je suis? Parce que tu sais souvent ce que les mecs font, c'est qu'ils parlent pas d'eux, ils parlent de la société. J'ai un autre podcast qui s'appelle Réponse de mec, Réponse de meuf. C'est hyper compliqué parce que les réponses, elles commencent toujours à côté. Oui. Et au début, je le captais pas. Maintenant, je le capte, donc je recentre parce que les gens parlent pas d'eux. Pourtant, c'est eux qui viennent, c'est d'eux que je veux entendre la réponse, mais ils parlent pas d'eux. C'est dur de parler de soi. Ouais, faut assumer. Moi, je suis un homme. C'est quoi être un homme? C'est attends, parce que ma réponse, du coup, telle qu'elle vient, elle est influencée par la société et par la conscience que j'ai prise de ce que j'ai. Bien sûr. Mais je dirais que, et du coup, j'en fais une vérité parce que je le constate. Être un homme, c'est ne pas avoir à se poser la question de ce que je suis déjà. C'est horrible. Merci. Mais je m'en rends compte au quotidien. Je me dis, je suis un homme. Après, il y a plein de variantes. Sans aller sur la société, en arrivant, je t'ai expliqué que j'étais en conflit avec un de mes voisins, qui lui, à un moment où on a failli en venir aux mains, me disait que lui, tu vois, c'était un bonhomme, quoi, tu vois. Je me dis, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est parce que c'en est pas un du tout. Socialement, en tout cas, c'en est pas un. Peut-être physiquement, c'en est un, mais socialement, c'en est pas un. Donc, il y a ces deux composantes dans le fait d'être un homme. Il y a la composante physique et la composante sociale. Donc, physiquement, être un homme, pour moi, ça veut dire que je suis né, j'ai un pénis, et des testicules, et j'ai pas de sein, et j'ai cette grosse voix, j'ai une pomme d'Adam, et j'ai ces caractéristiques physiques qui font de moi un homme.
Voilà. Socialement, un homme, pour moi, ce que je suis en tant qu'homme, c'est que je me dis, je suis quelqu'un. Alors après, je sais pas si c'est en tant qu'homme ou en tant que personne, mais ça veut dire. Alors, il y a un côté assuré parce que maintenant j'ai des responsabilités et que T'as des enfants? Ouais, j'ai des enfants notamment. Et que je veux que tout se passe bien pour eux. Par ça, j'entends que je sois en mesure de leur remplir le bagage qu'ils vont après, dont ils vont avoir l'usage comme ils le souhaitent, mais en tout cas au moins leur remplir un bagage. Et après, je sais pas si c'est lié au fait que je suis un homme, mais moi j'ai envie de m'amuser. Moi, je m'amuse beaucoup dans la vie. C'est mon objectif numéro 1. C'est de kiffer. Ça te vient d'où? Ça a toujours été comme ça. Ok. Depuis tout petit? Depuis tout le temps. Je me suis toujours amusé. J'ai toujours voulu m'amuser. J'ai toujours voulu faire le con. Et je l'ai toujours fait. Je me contente pas de vouloir. Je le fais. Et ça s'accélère avec les années. C'est là où on se rend compte qu'on est vieux, même s'il y a des gens qui sont décédés bien jeunes. Mais les choses, la manière dont la vie avance, qui fait que j'ai toujours pensé que la vie était courte, et maintenant je le pense pas, je le constate, jour après jour. T'as perdu des gens autour de toi? Des gens de mon âge. Et tu vois, l'âge dont on parlait au début de la conversation, concrètement, je suis passé de l'autre côté, moi. Concrètement, j'ai moins de jours à vivre que de jours que j'ai vécu. Oui. C'est obligé. C'est mathématique. Tu vois, je suis venu en scooter, ça se trouve, je sors, je me fais faucher par un bus, fini. Ça se trouve, non. Ça se trouve, ce sera dans à 40 ans, non, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, ça peut, mais les probabilités sont faibles. Et la vie est courte et on n'en a qu'une. Donc, mon mojo, c'est bien tous niquer vos races, je vais m'amuser, quoi, tu vois. Je vais pas genre vivre pour d'autres, me faire chier, machin, et quand je serai vieux, pouvoir me dire maintenant que j'ai mon arthrose, ma goutte, machin, je vais faire. Non, je le fais maintenant. C'est un choix de vie qui implique des conséquences financières et tout, mais j'ai choisi de m'amuser. Et je sais pas si c'est parce que je suis un homme que je peux me permettre de le faire. En tout cas, je me permets de le faire. Autant que possible. T'as toujours eu ce truc-là en toi de la vie est courte? Ou ouais, c'est un truc qui arrive là maintenant à 40 balais de te dire non. Je l'ai temps à perdre. Je l'ai toujours eu parce que je me souviens quand j'étais plus jeune, je me voyais pas vivre vieux. Je me voyais pas passer 30-35 ans, tu vois, quand j'avais l'âge que mes enfants ont aujourd'hui, voire même quand j'étais au collège, je me disais mais je vivrais pas si tes enfants ils ont quel âge? 10 et 13. OK. Ouais, donc t'as des ados quoi. T'es pré-ado. Ouais, pré-ado. Je sens pas le côté ado parce que celui de 13, il est encore très cool. Donc. Ok. Voilà. Parce que tu vois, je me disais, est-ce que ouais, tu t'es aussi fait chier quand t'avais 20 ans à faire des trucs que tu voulais pas faire? Tu vois, quand tu dis. J'ai eu beaucoup de chance, donc pas vraiment. Ok. J'ai eu de la chance. J'ai travaillé comme comédien assez jeune. Et à 20 ans, j'étais blindé. J'avais de la thune de ouf. Donc j'étais pas obligé d'aller faire un taf, quoi. J'ai fait ce qu'il fallait pour pas que ma mère elle me saoule, en fait. Donc j'ai fait les études là pour à la fois éviter le service militaire et pour que ma mère elle me saoule pas trop, parce que vraiment tu vois, c'était important pour elle. Et puis après, quand j'ai merdé avec le service militaire, ils m'ont embarqué de force et que je m'en suis extrait, je me suis dit, du coup, j'ai plus de raison de faire des études pour ça. Comment tu t'es extrait du service militaire? C'est une galère. Déjà, ça dit un truc sur ton âge. Ça dit un truc sur mon âge. Moi, je l'ai pas fait, j'ai 45 ans. J'étais le dernier. Non, mais attends, ouais, voilà. En fait, tu pouvais t'inscrire à la fac. Tu t'inscris à la fac et du coup, tu fais pas le service militaire, c'était repoussé tout le temps. Et je sais pas pourquoi ça a merdé. Moi, j'avais beau être inscrit à la fac, j'ai reçu le papier disant qu'il fallait que j'aille le faire. Je n'ai pas tenu compte de ce papier.
Il est resté dans la boîte aux lettres, il n'avait rien à foutre. Donc du coup, ces gendarmes, ils sont venus. Bah oui. Ils m'ont dit, monsieur, on vous attend. Et je me souviens, à l'époque, je faisais de la musique avec des copains. Et on avait un concert à venir. Et je me dis, mais je peux pas partir là. Tu vois, fallait que je m'amuse, fallait que je fasse ce concert. Et ils m'ont dit de partir le lundi. Je suis parti le lundi. C'était dans l'Est, là. Oui. J'arrive à la caserne. Et j'avais une seule carte à jouer. Je me suis dit, c'est mort. C'est mort, je fais pas ce truc-là. À la fin de la semaine, je suis parti. Et j'avais en tête 2 informations. Une qui m'avait été donnée par un copain qui, lui, s'était fait réformer. P4. P4, donc c'est... Enfin, je crois, ouais. C'est, voilà, socialement, je sais pas quoi. Et lui, il m'avait expliqué, en gros... Faut faire vers le handicapé mental, quoi. Ouais, c'est ça. Lui, il avait mis une patate au capitaine de la caserne et il avait défoncé un ordinateur dans le truc. Donc, il avait été éjecté. Et en plus, il avait une obligation de soins derrière, je crois. C'est ce qu'il m'avait raconté. Et j'avais une autre info, je ne sais plus qui me l'avait donnée. Mais il m'avait dit, si tu refuses ton pactage, c'est bon. Ah ouais? Ouais. Si tu refuses ton pactage, t'es pas dans leur jeu. Tu refuses de signer tout, t'es pas dans le game. Et j'ai enregistré ces 2 informations que j'avais en stock. Je suis allé à la caserne. Et c'est des circonstances de fou. Hein. Moi, avec le recul, j'adore. Et en plus, ça me fait une histoire à raconter. Je la raconte assez peu souvent parce que ça intéresse personne. Donc, je raconte pas cette histoire. Mais je suis arrivé à la caserne. Comment ça se passait l'armée? C'était un arrivage de nouveaux arrivants tous les 2 mois. Donc, tu arrives en octobre, tu fais ton mois de classe, tout le monde est là pour t'apprendre toute la merde que tu vas manger, et fin octobre, on range tout. On attend l'arrivage d'après, qui n'est pas au mois de novembre, qui est au mois de décembre. Moi, les gendarmes sont venus me chercher au bout d'1 mois. Donc, j'arrive au mois de novembre. Je suis tout seul. Ils ont tout rangé. Je suis une putain de bête noire dans leur système. Bah oui. Qu'est-ce qu'ils foutent de moi? Je suis arrivé à la caserne, le mec, il était là, mais qu'est-ce que je fous de toi? Il était emmerdé. Et tu rajoutes à ça que quand j'arrive devant le pactage, il me dit, bon, tu vas prendre ton pactage, machin et tout. J'arrive devant le pactage, le mec, il est saoulé, il vient de tout ranger. Il est obligé de ressortir un pactage, il me le pose devant moi et je lui dis, non, je le prends pas. Il était rouge de rage, il m'a collé une. Je lui ai dit, non, je le prends pas. Et j'ai tenu ce non. Il me dit, mais si, tu vas le prendre. Et je dis, non, je le prends pas. Alors, je sais plus si c'était avant le pactage ou après, mais j'ai vu le médecin de la caserne qui voulait me faire signer une décharge, machin. Je dis, non, je signe pas. Lui, il voulait me taper. Lui, on était prêt à se taper. J'ai pas signé leur putain de décharge. Donc, ils se sont vengés en me faisant balader d'un peu partout. Et, il y a un élément. Comme du coup, on était entre deux, ils avaient pas de médecin dans la caserne. Donc, pour me faire P4, il fallait que j'attende quelques jours. Et c'est pendant ces quelques jours où ils savaient pas quoi faire de moi et moi je refusais tout. Et il y a un truc, je suis très patient de nature et j'ai pu le démontrer à ce moment-là parce qu'ils m'ont fait attendre dans des couloirs des journées entières. Genre, quand je suis arrivé à la caserne, ils m'ont mis dans un couloir, il y avait rien, ni personne, et j'ai attendu le médecin, je crois que je l'ai attendu, au moins 4 heures. Et j'étais là et je comptais les carrelages et je tenais mon truc parce qu'en plus je faisais un peu j'avais une contrainte, je faisais l'imbécile comme enfin, j'essayais de faire le plus débile possible et comme j'étais comédien, j'avais pas envie qu'un mec qui me reconnaisse qui disait putain mais je l'ai vu à la télé parce que c'était foutu pour moi. Donc j'étais là, j'avais pas lâché mon manteau, j'avais ma capuche et j'étais dans un coin et j'attendais. Et on parle d'une époque où il y avait pas de téléphone portable donc oui. Vraiment, c'était... Il n'y avait même pas Snake sur 3310, là. Rien du tout. Je comptais les carrelages. Je me disais, 1, 2, 3, tiens, là, il y en a un d'une autre couleur, ok, voilà, Et ça a été ça pendant 2-3 jours. Après, ils m'ont baladé donc d'une caserne à une autre parce qu'ils savaient pas quoi faire de moi. Il y a un mec d'une caserne qui m'a menacé, qui m'a dit, bah, maintenant, tu vas signer ça, tu vas faire ça, tu vas aller te couper les cheveux et tout. Et je dis non. Et quand j'ai vu que le boss de la caserne à qui je dis non, il peut rien faire, je me suis dit, c'est bon, c'est gagné. J'ai pas signé leur papier, j'ai pas le pactage, je suis pas dans leur système. Ils pourront rien faire. Ils pourront juste me menacer, ils pourront rien faire de plus. Et
Et à la fin de la semaine, il y a le médecin qui est là et qui me dit je lui parle comme un débile, je lui dis que j'ai fait des tentatives de suicide. Comme j'ai jamais rien fait de tout ça, mais je connais des gens qui l'ont fait, donc j'avais t'avais des infos, les méthodes, je savais quel nom de médicaments sortir et tout. Il me dit P4, hein, c'est ce que vous voulez. Tac, il me met P4. Je me casse. Le mec de l'armée qui nous ramène dans le camion, parce que je crois qu'on était 2 à voir ce médecin-là. Il nous dit c'est bon, vous pouvez arrêter de faire les bouffons là parce que vous êtes dans le camion, on vous ramène à la gare et vous partez. Et c'est là où j'ai tenu encore, tu vois, j'étais encore dans le truc. Je me dis mais non, ça c'est le test final. Tu sais, c'est en mode c'est là où tu as dit c'est bon. Et là non, viens faire tes 10 mois d'armée. Donc j'ai échappé à ce truc-là. Je sais plus pourquoi j'ai dévié sur cette histoire d'armée avant l'âge. C'était quoi? C'était parce que moi ça m'intéresse toujours de savoir un petit peu. Pour moi l'un des truc qui nous manque aujourd'hui justement, c'est un rituel chez les mecs. Je suis complètement quand j'écoute mon père, donc qui a 75 balais aujourd'hui, me parler de l'armée et me parler c'est fou en fait, c'est un endroit où tu te retrouves avec tout mélangé, toute classe sociale confondue. Tu rencontres des gens que tu n'as jamais rencontrés, que tu n'aurais jamais pu rencontrer dans ta vie, parce qu'à l'époque il n'y avait pas Internet, donc les relations sociales elles étaient beaucoup plus concentriques autour de ton univers finalement. Lui me disait mais moi j'ai rencontré des gens qui venaient pas du tout de mon milieu social, pas du tout alors certes de ma région, tu vois, mais pas les mêmes familles, etc. Et il y avait un truc, j'ai l'impression, tu vois, très rituel pour lui. Il a pas très kiffé le truc, tu vois, mais pour autant il en garde plein de bons souvenirs de camaraderie et tu vois peut-être aussi d'un truc, tu vois, d'apprentissage de la masculinité, quoi, quelque part. Ouais, peut-être. Devenir un homme. Moi, je regrette de pas l'avoir fait. Ah ouais? Ouais. Avec le recul ou? Ah ouais, avec le recul, ouais. Pourquoi? Parce que je me dis, il y a ça, justement. Moi, je suis très curieux. Donc, j'ai toujours une passion pour rencontrer des nouveaux gens, des nouveaux univers, découvrir des choses. Moi, je connais ce que je fais et ce que je vis. Mais il y a rien de mieux que de découvrir. Bah oui. Et en fait, je pense que ça permet ça. Et je pouvais pas le faire parce que j'étais trop dans l'amusement et que je me disais que c'était trop long et que ça n'avait aucun sens et aucun intérêt. Mais aujourd'hui, je me dis, et surtout dans l'état dans lequel peut se retrouver la société où on est vraiment pas liés les uns aux autres, je pense que ça a du lien de mettre ces gens dans ces dortoirs avec ces activités à faire. Et je pense que c'est quelque chose qui gagnerait à être réinstallé peut-être différemment, peut-être pas aussi longtemps, peut-être pas 10 mois, peut-être pas avec la même visée, peut-être à apprendre certaines choses, mais pas à tuer des gens. Et puis surtout à le dégenrer. C'est-à-dire faire pour hommes et peut-être pour femmes aussi. Aujourd'hui, la journée d'appel, elle est, pour le coup. C'est une journée. Oui. C'est une journée. Tu vois, tu crées pas une vraie cohésion en une journée. Et, parce qu'il y a. C'est pas une journée, je crois que c'est 3 jours. C'est 3 jours. Je sais plus. Ouais. Même, c'est pas fait. Il faut que ce soit un temps tu sais, comme les colos de vacances où moi je partais en colo, tu partais 2-3 semaines, il se crée vraiment quelque chose. Il faut qu'il y ait le temps que des choses se créent, que des tensions montent, puis descendent, puis que tu comprennes que la vie c'est ça en fait, c'est de vivre avec des gens. Un moment tu t'entends, un moment tu t'entends pas, et les trucs se règlent. Et une fois que c'est réglé, on continue la vie ensemble, parce que la société c'est ça, c'est de vivre ensemble alors qu'on est complètement différents et qu'on a des idées opposées, qu'on a des envies opposées, qui sont les fruits de notre éducation, hein, de nos éducations. Mais on vit ensemble, on est obligé de vivre ensemble parce que c'est ça qui fait une société. Et quelque part, ça, bien fait, ça peut peut-être nous aider à apprendre à vivre ensemble. Parce que voilà, après c'est le rôle aussi de l'école et tout ça, mais peut-être qu'à un moment, en passant par une phase plus intense, où t'es plus intense parce que t'es enfermé, parce que t'es coupé du reste et tout ça, peut-être que ça peut créer quelque chose d'intéressant. Mais j'aurais pas eu ce concert, 10 mois quand même, c'était long. Hein. 10 mois. Puis j'avais déjà bien passé 20 ans quand c'est arrivé, donc c'est à une phase où t'es dans une autre partie de vie, quoi. Mais t'avais pas envie de le faire, quoi. À ce moment-là, non. Okay. À ce moment-là, non. Mais j'ai un copain avec qui je faisais de la musique, justement, qui lui était le batteur du groupe. Lui, il l'a fait dans la musique, et voilà, il en est pas ressorti traumatisé, quoi. Moi, j'ai des potes qui l'ont fait, qui sont sortis. Ils revenaient le week-end, ils étaient extrêmement violents. Ah ouais. Vraiment. Ouais. Ah ouais, donc ouais, du coup c'est facile à dire parce que là je suis sur ton canapé avec les coussins et tout, quoi. Ils nous montraient regarde, j'ai appris comment faire pour tuer en un geste, et ils nous montraient comment faire. T'es là. Dude. J'ai compris. Et tu vois, c'était des mecs qui étaient pas intrinsèquement violents avec leurs amis, etc.
mais tu sentais que ça appuyait, ça venait appuyer sur cette facette-là chez eux, quoi. Tu vois, on a tous une facette violente, je crois, tu vois, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins exprimée, etc. Et tu sentais vraiment qu'il y avait un truc où si t'étais un peu violent, tu rentrais là-dedans et effectivement, bah, ils t'apprenaient à te défendre, ils t'apprenaient à, enfin, tu vois, donc, et ils testaient les trucs. C'était là. Et tu vois, ils nous mettaient ils mettaient des coups de poing sur les épaules, etc. Des trucs qu'ils faisaient pas du tout avant, genre un peu de camaraderie, un peu fucked up, quoi, tu vois. T'es là, non, ne me tape pas, en fait. Tu vois, quand j'entends ça, je me dis, en fait, on devrait réinstaurer le service militaire, mais pour les femmes. Parce que du coup, comme on apprend à se défendre, on apprend des trucs, peut-être qu'en fait, l'erreur est là, et de faire le service militaire pour les mecs. Peut-être on devrait le faire pour les femmes, pour leur dire, bah, c'est vrai qu'il y a un souci parfois pas parfois, il y a un souci de violence, et que les femmes n'ont pas forcément les armes pour se défendre, parce qu'elles sont pas, c'est de la généralité, mais c'est pas du jugement, hein, c'est vraiment une réflexion à chaud, mais elles sont pas éduquées dans cet univers de violence dans lequel peuvent être éduqués les mecs dès leur plus petite enfance. Ouais, clairement. Donc peut-être que du coup on peut le compenser en disant bah voilà, vous allez faire des stages de 6 mois là dans des camps où vous allez dormir dans des dortoirs et puis vous allez apprendre à vous battre, et comme ça bah quand il y a un fils de pute qui te met une claque, et ben tu peux lui répondre par un bon coup à la carotide sans le tuer. Un fils de connard. Maintenant, oui, j'essaie de plus dire fils de pute. Je dis fils de rien. Ouais, c'est vrai que c'est l'expression qui. Ça rajoute une couche, tu vois. Ça fait partie des trucs que j'essaie de désamorcer parce que c'est l'une de mes insultes préférées. Ouais. Et bah non, t'en rajoutes une couche en fait quand tu fais ça. Exactement. Mais tu vois, par exemple, ma fille a 16 ans et l'autre a 14, et j'ai un vrai truc aujourd'hui où je me dis, faut les foutre, tu vois, faut leur apprendre un peu de self-défense d'une manière ou d'une autre. Ouais. C'est un truc qui devrait même limite être appris à l'école, quoi, tu vois. Ouais. Et ça fait partie je crois que ça fait partie des trucs, on est allé, je sais pas si peut-être je couperai. On allait poser une main courante avec ma fille, là, parce qu'elle se fait emmerder. Et le flic lui a dit, tu sais te défendre? Et très sympa, le flic, par ailleurs, hein, vraiment très cool. Il lui dit, bah, non. Il dit, tu devrais prendre des cours de self, et c'est pas moi qui te l'ai dit, hein. J'ai là, ok. Ouais. Et j'ai une amie qui a fait de la boxe, et elle m'a dit, mais moi ça m'a changé à tout jamais. Déjà la façon dont je marche, la façon dont j'ai plus peur en fait. Tu vois, aujourd'hui, de prendre des coups ou d'en donner, et plus personne vient m'emmerder. Bah, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire. Enfin moi, tu vois, j'envisage de prendre des cours de boxe parce que je pense que je en cas de problème physique, je suis pas du tout apte à faire quoi que ce soit. Ouais. Et ne serait-ce que pour, voilà, ça, gagner un peu de confiance, je me dis, ça pourrait être cool. Et pourtant, je suis pas une femme. Donc, du coup, je me dis peut-être que, enfin, parce que tu vois, quelque part, ce qu'on se dit là, en gros, on est en train de dire, les femmes, prenez en main votre sécurité. Bah, en tout cas, moi, je parle de mes filles, tu vois. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est un truc dont je me sens responsable. Moi, je suis complètement d'accord. Mais c'est parce que, tu vois, moi, ça me fait penser à des trucs que tu vois dans les murs, genre éduquer vos fils et tout. Et effectivement, c'est les deux. Bah oui. Ouais. Oui, mais il y a une ligne de discours qui consiste à dire c'est que d'un côté. Alors, si on peut éviter, en vrai, si on pouvait éradiquer la violence de la société, et effectivement, la violence vient souvent des hommes, pas que, attention, mais la violence vient aussi souvent des hommes, et perpétuée par les hommes depuis des millénaires. Limite, je crois qu'on a la guerre dans nos gènes, quoi. Vraiment, c'est à peu près sûr et certain que on a des ancêtres. Non, mais qui ont tué des gens, tu vois. C'est sûr et certain, quoi. Je sais pas d'une manière ou d'une autre, c'est oui, sûr. C'est petit. On vient de là. Enfin, je veux dire, le monde n'a été que guerre. Enfin, régulièrement, il y a des guerres, divers prétextes, mais il y a des millénaires de guerres avant nous. Donc. Et donc, tu sais, je pense à ça parce qu'il y a ce fameux Boys Will Be Boys, tu sais, où je me souviens très bien, moi, que mes filles, quand elles étaient petites, elles invitaient leur fête d'anniversaire, tu vois, il y avait genre 8 filles et 2 garçons, et tu pouvais être sûr que les 2 mecs, ils se cognaient, quoi, tu vois. Ah ouais. Mais systématiquement. Et donc, j'adorais aller les voir en leur disant, mais pourquoi vous faites ça? Et vraiment, c'était très étonnant parce que leur visage de, ah bon? Il est en train de nous questionner sur pourquoi on est en train de se foutre sur la gueule alors qu'on se fout toujours sur la gueule. Ouais. Ils avaient 6 ans, 8 ans, quoi, tu vois, les mômes. Et c'est vraiment, je crois,
inscrits dans ce truc. Et peut-être si nous, en tant que comme adultes, tu vois, on pouvait éviter et on pouvait essayer de prévenir les petits mecs qu'on a autour de nous, nos enfants, nos neveux, etc. À juste dire, mais en fait, il y a vraiment une possibilité de parler, et en fait, il y a possibilité de jouer sans se cogner dessus. Il y a une possibilité de jouer en jouant au billes, tu vois. Ouais, mais après, il y a tellement de choses. Moi, je pense à mes neveux et nièces. Je les vois physiquement se chamailler souvent, et c'est pas les garçons qui commencent. Hein. Donc, je pense que c'est aussi une expression corporelle d'énergie, mais après il faut de toute façon l'accompagnement adulte qui permet de distinguer et de ne pas aller vers la violence. Oui, comme tu vois les petits louveteaux qui se foutent dessus et qui se chamaillent, quoi, tu vois. Ouais, là-dessus, je comprends en fait, tu vois, mais pour moi il y a une différence entre entre la et c'est surtout d'excuser ce truc-là et de dire boys will be boys, et qu'en fait si les filles faisaient pareil, on leur dirait non, faites pas ça, c'est vrai. Soyez gentils. Ça, c'est vrai. Parce que les filles ne font pas ça. C'est-à-dire que sur cet échantillon-là, alors qu'il s'est perduré sur des années, tu vois, jamais les filles se foutaient sur la gueule de la même façon que les mecs se foutaient sur la gueule. Si je voyais une fille faire ça, j'aurais tendance à lui dire, bah vas-y, colle-lui-en une bonne qui se la ferme un peu, quoi. Ouais. Mais après, j'ai pas de fille, donc j'espère que j'éduque bien mes garçons, enfin que je fais les choses bien. Comment tu les éduques tes garçons alors? Comment ça? Tu veux dire pratiquement le programme, les horaires? Non, mais dans leur rapport aux filles, par exemple, tu vois, 10 et 13, c'est un âge qui est un peu... J'essaye, mais ils ont pas... Non? Ils m'en parlent pas, ils m'en parlent pas évidemment, mais ils ont pas l'air... Le petit, quand il y a deux personnes, un gars et une fille qui s'embrassent à l'écran, il ferme les yeux, il détourne comme ça, il trouve ça dégoûtant, quoi. 10 ans, ouais, je comprends. 13 ans, ça commence à devenir... Non, ça le fait rigoler, mais il est pas... J'arrive pas trop à savoir. Il a des copines. Je sais qu'il est pas dans un univers où il y a que des mecs, parce que voilà, quand je suis au Monoprix dans le rayon avec lui et que je vois des copines qui disent ah c'est machin, salut, et voilà, il a ce truc là, donc je me dis qu'il a des interactions avec des filles et c'est chouette. Mais après, moi, je leur parle de tout, j'essaye de les prévenir de tout, avec la difficulté que ça représente, parce que je sais que ma parole, à un moment donné, ce sera une parole de bouffon, et je suis peut-être déjà dedans, quoi. Mais tu vois, j'aurais beau dire ce que je veux, ils se diront, bah le vieux, ouais, de toute façon, lâche-nous, quoi. Mais après, j'ai pas commencé maintenant, c'est un truc que je fais depuis tout le temps. J'essaye de leur apprendre, ouais, qu'on respecte tout le monde. Après, il y a aussi beaucoup d'exemples. Moi, je suis tu vois, je suis pas violent, je les tape pas. Je pense que c'est des basiques, parce que moi, de ce que j'ai pu constater de mes enfants que je connais, donc depuis qu'ils sont extraits du ventre maternel, ce que j'ai vraiment constaté qu'ils faisaient, c'est qu'ils regardaient. Ils passent leur vie à nous regarder. Alors, et encore plus quand ils s'expriment pas avec des mots, mais c'est sidérant. Ils passent leur temps à nous regarder, donc on doit être exemplaire pour eux. Donc ouais, le mec qui a des gestes violents vers sa meuf sous les yeux de son enfant, bah son enfant il le voit, et il le voit chacun de ses gestes, il voit tout. Moi je me souviens, le petit, quand il se mettait debout, il tenait, il avait la position de jambes et de pieds qu'avait sa mère quand elle était debout. Ouais, donc le mimétisme total. Mimétisme, je me dis, mais c'est fou, quoi. C'est fou. Et ils ont, on est des référents. Donc en tant que parent, j'essaye de leur montrer l'exemple tu vois, je m'énerve jamais, je suis pas violent, je suis envers personne, hein. Et voilà. Après, le coup de l'exemple, ça a ses limites, parce que du coup, ils ont les mêmes blagues de merde que moi, donc ça, c'est compliqué. Ah bah ça c'est chaud. Ça va dans les deux sens. Ouais. Et ils en ont conscience, donc ils se le sont dit là, ils se sont dit putain merde, on fait les mêmes blagues nulles que toi. T'es séparé de leur mère depuis quand? Depuis 9 ans, okay. Quasiment longtemps. Est-ce que l'idée des gentilshommes à la base, de créer les gentilshommes et de recréer un lien entre les hommes et les femmes, entre votre trio et une invitée, ou alors après vous avez fait plein d'autres trucs, ça vient aussi à la base de
de plein de questions que vous aviez vous. Alors, je crois, si je me trompe pas, vous êtes 2 sur 3 à être célibataire, c'est ça, dans le trio, là? Si tu veux pas parler des autres, t'es pas obligé de parler des autres. Non, Connie est mariée avec enfants et tout ça, et la campagne et la vie de famille qui va avec. Et Dan, je sais pas actuellement, je l'ai pas eu depuis un petit moment, donc je ne sais pas. Après, pendant le podcast, à un moment, il avait quelqu'un et ça a évolué au fur et à mesure du podcast. Et moi, on a un peu appuyé nos rôles. Moi, tu vois, j'ai toujours une grande gueule et j'ai toujours une facilité à incarner ce rôle-là. J'ai pas été célibataire pendant tout le podcast, mais en tout cas, j'ai préféré l'incarner. Je me suis dit parce que de toute façon, même quand je suis avec quelqu'un, je pense que je suis célibataire. Donc voilà, c'est horrible. Hein, mais raconte-nous. Ouais, moi je suis célibataire. Hein. Enfin, quoi qu'il arrive, même si j'ai quelqu'un, je me sens célibataire. Donc c'est pas très cool, mais c'est comme ça. Donc c'est la vie. C'est-à-dire que la personne qui est avec toi, elle doit accepter cet état de fait. Ouais. Ok. Ouais. Sinon, de toute façon, elle est pas avec moi. Donc, c'est. Donc, tu veux dire que t'es dans une relation, t'es plutôt dans des relations libres, alors, c'est ça? Je sais pas, libre, est-ce que libre est synonyme de compliqué? En fait, je me considère pas vraiment comme dans des relations. Si t'es avec quelqu'un, t'es célibataire, ça veut dire que, en fait, t'es avec quelqu'un, mais que tu t'autorises à aller, alors tricoter. Ouais, mais ça je le fais pas forcément. C'est juste que je me sens célibataire. C'est pas le côté rencontre et sexuel du célibat. C'est vraiment le côté style de vie, quoi. Indépendance. Ouais, totalement. Donc je me fais pas chier, quoi. Si j'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie de te voir. Même si t'es ma meuf, même si on est machin, je suis désolé. Là, j'ai pas envie de te voir. Je sais qu'on avait rendez-vous, j'ai pas envie de te voir. Désolé. Et t'es pas tombé depuis tout ce temps-là sur une meuf avec qui t'aurais eu envie de passer l'intégralité de ton temps parce que tellement elle est canon? Non. Et pour autant, depuis ma séparation, les femmes dont j'ai croisé la route, elles sont exceptionnelles. Elles m'ont apporté, elles m'ont ouvert les yeux et j'ai vu. Enfin, vraiment, c'est dingue. Sur quoi elles t'ont ouvert les yeux? Sur la capacité de don de soi. En fait, elles m'ont donné énormément. Énormément. Et je pense pas que c'était possible. Et voilà. Et en miroir, ça t'a fait dire, c'est quelque chose que je peux faire moi en retour, c'est ça? Ah non, moi j'ai toujours donné. Ok. Moi j'ai toujours donné. Moi je donne, mais comment tu j'ai donné jusqu'à la mère de mes enfants. Oui, j'ai eu plus de mal à donner. Mais je donne différemment, c'est-à-dire je donne pas d'amour, mais je donne énormément puisque c'est de ce qu'elle me disait, je leur apporte énormément. Donc c'est que je donne. Après, il y a des choses que je donne sans m'en rendre compte. Il y a des choses que je donne parce que c'est dans ma nature. Mais comment tu pensais que c'était impossible si toi-même tu le faisais? Tu vois, on reparle de. Ah, parce que je me rends pas compte. Quand tu le fais? Quand je le fais, ouais. Il y a des choses où je me rends pas compte. C'est juste dans ma nature, en fait. C'est juste dans ma nature. Qu'est-ce que tu donnes alors, si tu donnes pas d'amour? Du temps, de l'attention, de l'écoute, de la sérénité. Je partage ma sagesse. Je suis quelqu'un de très serein, très sage, très posé. J'ai pas de. Je suis zen, quoi. Et apparemment, c'est des gens à qui ça manquait. Ok. Et voilà. Mais pour revenir sur ta question sur les gentilshommes, parce que j'ai une réponse au questionnement. On a tous les trois des types de questionnements différents. Sans parler pour les autres, j'imagine que Connie, quand même, ça va être le maintien de sa relation, puisque c'est quelque chose à laquelle il est très très attaché. Et voilà. Dan, je le qualifierais, c'est mon point de vue, hein, c'est pas la vérité. Peut-être que si t'avais Dan ici, il dirait non, je suis pas du tout comme ça. Moi, Dan, je le vois comme quelqu'un de vraiment romantique, qui cherche la personne, quoi, la relation, la personne à aimer toute sa vie.
Et moi, quand j'étais séparé depuis un moment quand même, mais ma séparation s'est pas hyper bien passée. En même temps, quelle séparation se passe hyper bien? Et je n'ai pas eu, j'estimais, je dis bien j'estimais, je ne sais pas comment c'est de l'autre côté, mais moi j'estime que j'ai pas eu un tas de réponses à des tas de choses. Donc c'était pas du tout facile de passer à autre chose, de comprendre les trucs. Surtout pour moi qui suis très pragmatique, voilà, les choses sont comme elles sont. Bah là, du coup, j'avais pas de réponse, j'avais rien. T'étais amoureux de la mère de... Ouais, j'étais amoureux de la mère de mes enfants. Ouais, tout à fait. Et du coup, ça y a contribué dans la conception du truc. Je me suis dit, bah oui, moi j'ai pas eu de réponse. Je me doute que je suis pas le seul. Donc, potentiellement, de cette démarche qui n'est pas d'aller trouver des réponses chez quelqu'un d'autre, mais en tout cas d'essayer de faire des ponts et d'essayer de trouver, de me dire, bah voilà, en comprenant plus encore des femmes, peut-être que ça peut m'aider en tout cas. Et du coup, oui, c'est vraiment nos questions, parce que c'est comme ça qu'on fait les épisodes. Hein. Nous, on a un sujet. En fait, comment on fait les épisodes? On a le sujet, l'invité par les premières, c'était nos copines. On se dit voilà, de quoi on veut parler? Ben on veut parler de les premiers épisodes, c'était coucher le premier soir, c'était la friend zone, c'était la séduction, et on avait nous nos vraies questions par rapport à ça. Et c'est ça qui faisait la conversation. Donc forcément, il y a plein de questions qui n'ont pas été abordées dans les épisodes parce que nous on se les pose pas. Donc il y a des gens, des auditeurs, des auditrices qui disent mais pourquoi vous avez pas posé telle question, tel machin? Parce que ça nous intéresse pas en fait. Nous les questions qui nous intéressent c'est celles qu'on pose. Les autres, bah si tu te les questionnes, fais un podcast. Mais nous, en tout cas, notre truc est là. Après, ça a évolué au fur et à mesure qu'on a reçu des invités et que nous, on est devenus à la fois de meilleurs intervieweurs et de meilleures personnes. En tout cas, je parle pour moi. Moi, j'ai évolué de fou. Je me sens, enfin, tu vois, je te disais au début, c'était long. C'est un programme à tenir, où t'es régulier et tout ça. C'est long, c'est compliqué. Mais ce que ça t'apporte en face, c'est tellement de choses. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Par rapport au mec que t'étais il y a 6 ans, tu vois, avant de démarrer les gentilshommes. Ça m'a apporté, ça m'a apporté une capacité de vraiment écouter, de vraiment comprendre ce que je ne pouvais pas entendre ou comprendre avant de ce que c'est qu'être une femme aujourd'hui. Où tu vois, où j'ai toujours eu des amies filles, j'ai toujours écouté des femmes, j'ai toujours aimé les femmes, donc je me suis arrangé dans ma vie pour être toujours entouré de femmes. Mais là, c'était différent. Parce qu'il y a vraiment des choses, tu vois, de la répétition, quand tu entends plusieurs choses sur plusieurs fois de plusieurs personnes différentes, tu te dis, OK, il faut que je l'entende. Et j'ai une capacité d'écoute et de compréhension qui est différente, qui est plus importante, je trouve. Moi, je me sens du coup moins con, moins enfermé dans mes trucs, moins... Je peux beaucoup plus me remettre en question qu'avant. Qu'est-ce qui t'empêchait de le faire avant? Je sais avec ce podcast d'aller creuser... ce qui fait que les mecs sont des mecs, tu vois. Boys will be boys, ouais, tu sais. Mais pourquoi boys will be boys? Parce que... qu'est-ce qu'il y a? L'effet de groupe. En plus, moi, je suis mec, hein. Enfin, tu vois, je suis... Toi, t'es un mec. Je suis la bande de copains, je suis... on va dans les bars, on va draguer des meufs, et tu vois, c'est parti, quoi. Ouais. Tu vois, vraiment. Ouais. Et en toute bienveillance, bien sûr. Bien sûr. On n'a jamais... Mais t'as des aspects de toi de mec à l'ancienne, en fait, tu vois, qui sont incarnés chez toi, qui sont très intéressants à voir avec et à observer, à regarder, tu vois. Totalement. Je me sens assez mec à l'ancienne, mais aware de ce qu'est la société aujourd'hui, et qui est suffisamment intelligent pour pouvoir être à l'aise avec tout ça. Je drague pas, par exemple, en ce moment. Tu dragues pas? Je drague pas, mais je sais que je pourrais. C'est-à-dire que, tu vois, moi, l'une des raisons pour lesquelles je me suis mis sur les apps de rencontre à l'époque, c'est que pour moi, aller draguer dans un bar, c'est impossible, parce que c'est juste à l'encontre même de tout ce qui fait la nature des relations hommes-femmes aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire? Bah,
Alors déjà, je sais que sur une certaine tranche d'âge, j'ai déjà une tronche qui est un peu connue, tu vois, parce que j'ai fait Mademoiselle et tout. Ouais. Et surtout, en fait, je sais qu'en fait, les meufs, elles se font... Peut-être que je suis le 10e, le 15e, le 20e, le 100e de la journée. Et en fait, j'ai pas envie d'être dans cette position-là. Je comprends tout à fait. Mm. Et c'est pour ça que je ne drague pas vraiment. Je drague pas tout court, actuellement. Mais le reste du temps, je ne drague pas vraiment. C'est-à-dire que je noue pas des relations dans l'objectif de draguer. Je vais voir les gens. Oui, tu discutes. Parce que les gens m'intéressent. Je discute. Et c'est jamais à viser purement de drague. Parce que la drague, pour moi, est basée sur du physique. Et le physique, ça suffit pas. C'est chouette, c'est un élément qui est important. Mais si tu me plais dans un bar que je vais te parler, si au deuxième mot, tu m'intéresses plus, c'est mort, fini. Et du coup, je vais plus te draguer. Mais... voilà, donc je ne drague pas vraiment comme ça. Après, ça peut m'arriver d'aller en mode pas maintenant, mais de sortir et de me dire l'idée c'est de rencontrer des nouvelles personnes, éventuellement pour avoir des relations intimes avec, mais comme en plus je pratique pas trop les coups d'un soir, je fais pas ça. Aller dans un bar, rencontrer quelqu'un, ramener Ken, je sais pas trop faire ça. Ça m'est arrivé, mais c'était plutôt rare. Donc je préfère connaître les gens et tout ça, mais je drague pas. Mais si aujourd'hui je veux le faire, je sais que je peux le faire. Et je sais que je peux y aller sans aucun problème. Oui. Et mais parce que j'ai conscience que je suis peut-être le 15e. Donc c'est-à-dire que je sais que ma drague, elle peut s'arrêter au bonjour. Parce que je le sens. Bonjour, la meuf, si elle appuie du regard, tu vois, il y aura même pas de au revoir, en fait. Ouais. Tu vois, je m'en vais. Ouais, je m'en vais parce que Bien c'est sûr. ça. Mais après, je sais que je peux le tenter quand même. Et ça, en ayant conscience de ce que ça implique pour certaines personnes, et c'est là où les gentilshommes, ça m'a vachement aidé, c'est que si j'avais pas fait les gentilshommes, je n'aurais que le discours des gens qui disent non, il faut pas draguer dans la rue. Mais moi, j'en ai interrogé des meufs qui me disent ouais, on aime bien se faire draguer dans la rue. Et le dernier débat qu'on va diffuser fin février, c'est ça. Est-ce qu'on peut draguer dans la rue? Et on l'a enregistré en public. Moi, j'ai entendu des réponses. Jamais je ne ferai ce que les mecs ont fait. Jamais. C'est angoissant à mourir. Mais il y a des meufs, c'est ce qu'elles veulent. Et je me dis, mais ok, il y en a qui veulent pas se faire draguer. Ok, je les comprends. Mais il y en a, ça les dérange pas. Moi, je peux pas faire le tri comme ça dans la rue. Donc je tente le coup. Celle qui veut pas se faire draguer, salut, c'est pas grave, j'arrête. Moi, ce que je peux faire, c'est ne pas insister. Rajouter. Pas en rajouter. Ce qui est dans ma nature de toute façon, je ne le fais pas. Moi, je fonctionne à faut me kiffer. Si tu me kiffes pas, je vais pas me battre. Tu veux pas, y a pas de problème. Vas-y, je vais aller parler à ta copine. Enfin, tu vois, moi, j'ai besoin. Moi, ce qui me plaît, c'est de plaire aussi. Ouais. Donc, s'il y a pas ce truc-là, je vais jamais insister. Mais du coup, je trouve ça. J'y vais en fait, et j'ai pas peur, et je l'assume. Je me dis ouais, je suis peut-être le 10e. Désolé. Allez, on passe à la suite. Et voilà, et c'est pas grave parce qu'on peut être dans des interactions sociales. C'est aussi ça, vivre en société, c'est se dire j'avais pas envie qu'on vienne me parler à ce moment-là. T'es venu me parler, dégage, je m'en vais. Mais ça marche pour tout le monde. Hein. Ça Bien marche sûr. pour les hommes, ça marche pour les femmes. Ouais. Des fois, je suis pressé aussi, ou même juste j'ai pas envie qu'on me parle et on vient me parler pour X ou Y raison. Pas pour me draguer, mais juste des interactions sociales. Et j'ai Après, tu sais qu'en tant que mec, on se fait jamais draguer dans la rue, ça n'existe pas. Ou en tout cas, c'est un truc qui est pas quotidien, quoi. Non, c'est vrai. Et C'est vrai, ça, c'est déjà de base, tu Après, vois, en tant que mec, de comprendre qu'en fait, pour les meufs, c'est. Je parlais de rue. Moi, je suis pas non plus. Oui, je comprends. Tu vois, je suis pas. Mais pour les meufs, c'est la rue, c'est-à-dire que juste c'est ça. Ouais. le fameux, elles vont d'un point A à un point B. Effectivement. Elles vont se faire J'entends bien. alpaguer 14 fois, quoi, tu vois. Mais pas toutes. Pas toutes. Ça, Parce qu'il y en a aussi qui se disent putain, mais moi, je me suis fait alpaguer 0 fois. Je suis très d'accord avec ça. Qu'est-ce qui t'empêche de retrouver l'amour? La foi, j'y crois plus. La foi. Ouais, j'ai manque La de foi. foi. Je n'ai plus foi en l'amour. Donc tu mets ça carrément en termes de religion, quoi. En termes de religion, exactement. C'est le Parce dieu que de l'amour. je n'ai pas de foi religieuse non plus. Et je pense que c'est un truc qui me manque énormément. J'aimerais bien, tu vois, pouvoir être capable de croire en quelqu'un d'autre que moi-même. Mais T'as aucune ouverture vers une forme de spiritualité, même pas forcément, tu vois, le dieu ou je sais pas quoi, mais juste d'aller chercher un truc qui soit un peu plus grand que nous, quoi. tout, enfin, L'univers, je ne sais pas. L'univers est plus grand que nous. Ouais. Mais du coup, il est là, je le vois.
Tu vois, c'est matériel, c'est. Mais non, j'ai pas de foi. Je crois que ce qui arrive, c'est ce que je fais. Ce qui arrive, c'est ce que je mets en œuvre pour que ça arrive. Maintenant, après, il y a quand même, s'il y a un truc en quel je peux croire, c'est la chance, parce que j'en ai en plus énormément. Et ça, c'est une vraie donnée. Je me suis beaucoup questionné sur la chance, parce que par moment, je suis quand même persuadé que la chance, elle se crée, elle se provoque, tu vois. Elle n'arrive pas comme ça. Mais si je retrace le truc, là où je suis né, j'ai une chance. J'ai une chance incroyable d'être né dans la famille dans laquelle je suis né, d'avoir les parents que j'ai eus, d'avoir la famille que j'ai. C'est une chance incroyable. Et je n'ai rien fait pour ça. Donc au final, il y a vraiment, ça existe vraiment, cette part de chance, cette part de, c'est du hasard, t'es bien tombé. Et mais ça t'intéresse pas de te dire, ok, je vais retrouver quelqu'un avec qui je vais pouvoir finir mes jours. C'est pas un truc vers lequel t'es attiré aujourd'hui. La pauvre personne qui va finir ses jours avec moi, mais j'ai pas envie de lui infliger ça. À ce point? Je suis un ours, moi. Je suis un ours. Bah, ça veut dire quoi, un ours? T'as pas l'air d'être un ours. Non, mais parce que là, on est sur un micro et on parle, mais c'est des choses que j'ai entendues des femmes avec qui j'ai partagé des choses. Je peux changer d'humeur comme ça. Je peux ne plus vouloir parler. Je suis quelqu'un, si j'ai pas envie de faire un truc, je vais pas le faire. Et à tous les niveaux. Mais je suis moins comme ça maintenant parce que en vrai, je m'arrange mieux. Mais par exemple, t'adoucis un peu en vieillissant, non? Peut-être. C'est pas que je m'adoucis, c'est que je m'organise mieux. Okay. Mes amis savent très bien. Je pense à certains d'entre eux. Quand ils m'invitent sur des trucs, pendant très longtemps, ils savent très bien que potentiellement je peux ne pas venir. Et tu vois, soit j'ai des raisons, soit des machins, soit juste, ouais, vas-y, j'ai la flemme, machin, il pleut, je sors pas, je viens pas, et ça, je peux le tenir, en plus. Je peux aller vers quelqu'un et lui dire, non, je suis pas venu, il pleuvait, ça me saoulait, et puis finalement, j'avais plus envie de le faire, j'ai pas besoin de t'inventer un mytho, quoi. Et tu ramènes ça dans une relation, je pense que l'inconstance, ça peut être perturbant. Le fait que plutôt une grande tendance à faire ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt cool, ça. Enfin, tu vois, tu peux trouver quelqu'un avec qui ça matche parfaitement. Tu vois, ce trait de caractère, quoi. J'ai du mal à y croire. Je n'y crois pas. Ouais. Non, mais j'ai du mal à croire que y a de ça. J'ai un problème aussi, entre guillemets, mais je sais que j'ai pas une très très grande confiance en moi. Toi? Ouais, moi, ouais. Et du coup, j'ai énormément de difficulté à comprendre pourquoi une personne m'aime. Mais donc ça, c'est de l'estime de soi. Ouais, l'estime de moi, pardon. L'estime de soi, c'est plutôt interne pour moi. La confiance, c'est ce que tu dégages à l'extérieur. C'est pour ça que je me disais. Alors oui, non, j'ai beaucoup de confiance en moi. C'est plutôt l'inverse, mon vieux. Une estime, pardon. Exactement. J'ai assez peu d'estime de moi. Ok. Et surtout à ce niveau-là, au niveau relationnel, tu vois, regarde, tu m'as posé la question, j'ai passé du temps à me démonter, à dire que j'étais pas quelqu'un de formidable et tout, alors que je le suis, en vrai. Bah, je le crois. J'en suis à peu près sûr. Une femme qui tombe sur moi, franchement, elle a gagné le gros lot, quoi. Si elle est capable de supporter que par moment je m'éteigne et que j'ai juste envie d'être tout seul. Mais on a tous des trucs comme ça, quoi, tu vois. Ouais. Mais bon, t'y crois pas. C'est trop drôle, vraiment, ce truc, tu vois, de le rattacher à une croyance. Hein. Ouais, j'y crois pas. Et j'y crois pas de ma part, hein. J'arrive pas à avoir ce déclic même sur des meufs absolument géniales qui auraient absolument tout, mais je me dis ça va capoter, ça va se finir, ça va me créer des conflits. Ça a été dur ta rupture? Ouais, très dur. Pour moi. Ouais. Je sais pas comment c'était de l'autre côté. Ouais, ça a été très. C'était pas de ton fait, donc j'imagine. Non, pas du tout. Et t'es tombé de haut. Ouais, je suis tombé de haut et j'ai mis du temps beaucoup de temps à digérer parce que c'était pas cool, quoi. C'était pas cool et ça brisait quelque chose qui est très important pour moi, qui était la famille. J'ai un très très grand sens de la famille. J'ai une famille incroyable. Ouais. Et voilà. Donc là, je n'ai plus de famille, j'ai des enfants. Ouais, mais justement, tu vois, tu pourrais être drivé par ce truc de, ok, je vais recréer une famille avec une autre personne. Non, j'y crois peut-être recomposer une famille, tu vois. Ah non. Recomposer, c'est un truc qui m'effraie au plus haut point. Les enfants des autres même si
peux les trouver géniaux. Non, c'est un terrain sur lequel je me sens pas d'aller. En tout cas, t'es pas prêt. En tout cas, je ne suis pas prêt. En effet, c'est ce qui ressort. Non, mais après, c'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'il faut que je sois prêt. Peut-être qu'il faut que j'abandonne des choses, des idées, des schémas. Peut-être que. Réécoute tes épisodes des gentilshommes. Je crois que t'as toutes les réponses dedans. Ouais, putain. Arrête, il y en a 220 là. Mais tu vois, en fait, j'entends plein de croyances limitantes chez toi, tu vois. Et à ce niveau-là? Ouais, à ce niveau-là. Ouais. Non, mais c'est pareil. J'en ai sur plein d'autres choses aussi. Oui, oui. Mais... non, mais on en a tous à plein de niveaux, si tu veux. Mais sur ce schéma-là, enfin sur ce niveau-là et sur le domaine, oui. Ouais, je les entends aussi. Hein. Mais j'arrive pas à les dépasser et à me dire qu'il faut que je m'en débarrasse pour. Après, je suis pas non plus. Je me sens pas, enfin, tu vois, je suis pas en galère, j'ai ce qu'il faut en matière d'amour et de relation, donc comme j'en reçois, je me dis bon bah ça va quoi. Après finir mes vieux jours, je sais pas. T'as fait le deuil de ton couple avec la mère de tes filles? Ouais. Totalement. Mes fils, j'ai 2 garçons. De tes fils, pardon. Non, je t'en prie. Et oui, totalement. J'ai pas du tout et j'ai même plus rien. J'ai pas de rancœur, j'ai pas de colère. Et je n'ai pas de désir de revenir en arrière, de refaire quoi que ce soit. Je suis vraiment, je me sens même libéré. Et tu sais quoi, il y a de ça, il y a un côté de ça où je me sens libéré. Là où cette relation terminée a un impact, c'est qu'il y a une partie de moi qui voit ça comme une chance. Je me dis putain, c'est cool. Je suis célibataire, c'est cool. Je peux dormir tout seul. Je peux taffer jusqu'à 3h du mat. Je peux avoir mon rythme et mon hygiène de vie qui sont parfois, enfin, tu vois, parfois je m'alimente très mal, parfois parfois, quand j'ai pas mes enfants, chez moi, ça peut être vite le capharnaüm parce que c'est mon style de vie. Voilà, je mange, je ferai ça plus tard. Enfin, tu vois, c'est des détails techniques à la con, mais et pour toi, tout ça, ça empêche d'être dans une relation. Ouais, ok. Enfin. Comme tu dis, c'est peut-être une croyance limitante. Et je crois pas, mais je trouverais peut-être. C'est plutôt des ajustements avec des ajustements de vie, mais c'est marrant. Ouais, mais si je suis tout seul, j'ai besoin de m'ajuster avec personne. Je suis très d'accord. Ouais. T'as peur de ressouffrir si tu retombes amoureux? Ouais. Ok. Je pense que ouais, et que j'ai établi tout ce qu'il faut pour ne pas retomber amoureux. Comme ça. Ça se sent. Je souffre pas. La digue, elle est là, mon vieux. Ouais. Et ouais, je pense que c'est. C'est pas agréable, quoi. Après, c'est absurde parce que chaque histoire est différente. Donc, au final, voilà. Et en plus, j'ai déjà des enfants, donc c'est encore, ça, c'est différent. Je pense que la rupture a été très difficile parce qu'il y avait les enfants, vraiment. C'est un truc, qui a pesé à mort. Je pense qu'il y aurait pas eu les enfants. Ça aurait été digéré plus vite, quoi. Plus simplement. Plus en douceur. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler? Non, parce que je suis pas venu avec des choses dont j'aurais aimé parler. Je suis vraiment venu. T'es venu à poil, hein, vraiment. Ouais, bah tu sais mettre les gens à poil, hein. Donc c'est un talent, bravo. Merci. C'est chouette d'être en mesure comme ça d'écouter, de questionner, de comprendre, de pas juger. Moi j'ai une tendance à ne pas juger de base. Mais encore moins avec ces épisodes des gentilshommes. Mais je trouve ça assez. Je comprends du coup ce que ça fait de se faire entendre sans être jugé et de repartir en se disant j'ai pas été jugé. Et c'est assez agréable venant de ta part. Je sais pas si tes millions d'auditeurs feront pareil et ne jugeront pas certaines conneries que j'ai dites. Mais j'ai été soft, j'en ai pas dit. Hein. C'est vraiment mon objectif, tu vois, de venir dire aux gens, en fait, on peut écouter des gens avec qui t'es pas d'accord et tout à fait. Et de juste les écouter, d'essayer de te mettre dans leur pompe et de pas venir placer leur perception, ta perception des choses dessus. Même si je place ma perception en choisissant les questions que j'ai choisies, quoi, tu vois. Oui, mais même la manière dont tu parles de certaines choses par rapport à ce que je dis, au final, c'est hyper enrichissant pour moi aussi, parce que du coup, je remets mon discours. Enfin, moi, j'en ai la capacité de le faire. Je suis toujours en construction, en fait. Je suis quelqu'un qui est toujours très à l'écoute et j'ai aucune idée d'arrêter. Mais vraiment, c'est un truc
je peux écouter des gens qui sont radicalement opposés, où je suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils disent, mais je vais quand même être en mesure de les entendre, de les comprendre, d'intégrer ce qui moi me correspond. Il y a des choses où je me dis effectivement là ça se tient, là je trouve que ça se tient pas, mais je comprends que toi tu t'y rattaches, mais moi du coup ça va vraiment trop loin. Et j'ai cette capacité à faire ça, et c'est un des trucs dont je suis le plus fier et content, parce que je me dis c'est cool quoi, c'est hyper cool. Chaque jour qui est fait et où j'ai la chance de rencontrer, d'échanger avec quelqu'un, en fait je suis nourri d'une nouvelle chose. Je trouve ça génial. Bah oui, bien sûr. Donc j'espère que oui, ceux qui écoutent s'ouvrent à cette capacité. J'espère aussi. Ils vont pouvoir se dire que c'est une bonne chose, parce que moi je trouve c'est ça, on est tous ensemble et on peut pas avancer en étant soit un rock en se disant je suis comme ça, point final quoi. Non, je suis pas comme ça, je suis comme ça, mais je suis aussi la somme de toutes les personnes que je côtoie, de toutes les personnes qui vont avoir quelque chose avec moi, ils vont avoir quelque chose à apprendre ou à m'apprendre. Donc je suis ouvert à ça quoi, dans les deux sens. Merci Pascal. Eh ben merci à toi. Rendez-vous donc sur le podcast Les Gentilshommes. Vous cherchez dans votre appli. Ouais, Les Gentilshommes. Comment ça marche. Il y a plein d'épisodes à écouter. À plus. Ciao. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.